10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Gilles. Bonjour Christine. Vous allez bien? Très bien. Bon, vous n'êtes pas une intelligence artificielle, vous êtes comme nous tous, un vrai. Eh oui, on essaye en tout cas. On essaye. On va beaucoup parler d'intelligence artificielle dans un instant avec nos invités Julia Vignali et Luc Julia qui proposent sur France 2. On vous la recommande, cette émission sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut changer? Il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. On va en parler avec eux. Et c'est un divertissement. Et c'est un divertissement. Mais ça pose quand même des questions sociétales. Dans 5 domaines, ils ont testé l'IA. Et autre invité, Yann Arthus-Bertrand, on ne le présente plus pour son nouveau film qui sera diffusé également ce soir et qui sera aussi sur la plateforme d'M6 sur le dérèglement climatique, mais sous un angle, on va dire, comme il sait faire avec sa patte, de ces images vues du ciel. Et là aussi, c'est un très beau film, Yann Arthus-Bertrand, qui est une légende de la photo et du film sur l'environnement. On lui demandera s'il faut être fataliste, parce que les Américains sont en train de tout changer. Est-ce que nous... Est-ce que c'est foutu? Est-ce que c'est foutu? Vous avez vu que cette nuit, Donald Trump a signé un décret pour remettre en place les pailles en plastique. Eh oui. Donc voilà. On verra ce qu'il pense de Donald Trump. On va voir ce qu'il en est, effectivement. Allez, parce qu'on a un programme assez chargé, on va faire le zapping de ce qui s'est passé hier à la télévision. Sud Radio Média, l'instant zapping. Eh ben, vous savez quoi? Vu le sommet, je vous ai fait un zapping spécial IA. J'ai fait une thématique. C'est l'événement donc médiatique de la semaine, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, qui réunit les dirigeants de nombreux pays de la tech, de nombreux pays et de nombreuses personnes de la tech. Et le vice-président J.D. Vance, américain, est arrivé hier pour le sommet. Résultat, hier, tous les médias tournaient en boucle sur l'IA et se posaient beaucoup de questions, comme l'a constaté des équipes de Quotidien. Regardez par exemple le nombre d'entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. En France, elles sont près de 800. Aux États-Unis, on en compte plus de 17 000. Et lorsque l'on parle d'argent, l'écart est encore plus démesuré. 3,4 milliards d'euros d'investissement public et privé en France, c'est 20 fois plus qu'aux États-Unis, d'où énormément de questions sur toutes les antennes françaises depuis hier. La France déjà larguée pour BFM, même question pour CNews, la France enfin au rendez-vous ou déjà trop tard? L'Europe et la France peuvent-elles rattraper leur retard? Et quelles ressources et quelles feuilles de route? On en est où, nous, les Français? Est-ce qu'on ne part pas trop tard? Vous connaissez le chat, vous? C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi l'IA? C'est une menace ou une opportunité? À quoi ça sert? Enfin, ça pose plein de questions. Et c'est inquiétant. Beaucoup de questions donc sur toutes les antennes. La première donc, c'est quoi l'IA? Tout le monde cherche la bonne définition. Notre préféré. On peut peut-être le comparer à une espèce de cerveau numérique. On n'est pas sur un cerveau humain, mais qui fonctionne avec des algorithmes et qui va finalement emmagasiner énormément de données, les traiter, les compiler et en fait fonctionner comme un super cerveau. Voilà, les chiffres sont parlants quand même sur le nombre d'entreprises d'IA aux États-Unis et en France. Évidemment, qui dit techno dit Elon Musk. Son nombre rôde sur le sommet. Le patron de Free, Xavier Niel, qui a investi dans le chat. Alors, nous, on a tous découvert le chat. Vous avez essayé le chat ou Oui, pas? je l'ai téléchargé, ouais, tout à fait. Bien. C'est rapide, ça marche. Alors c'est rapide, ça marche. Alors ils sont pas au point sur tout parce qu'il y a encore des. Si vous lui demandez par exemple qui est François Bayrou, il sait pas forcément, c'est pas à jour. En même temps ça change beaucoup au gouvernement, donc peut-être qu'il faut une petite mise à jour. Mais ça marche et c'est une IA française. Ce qui est important, on verra tout à l'heure avec notre invité pourquoi. Une séquence qui fait beaucoup parler, c'est une séquence dans Télématin où Julien Arnaud a interrogé Xavier Niel sur le patron de Tesla. Vous avez déjà rencontré personnellement Elon Musk ou pas? Ouais. Et alors vous en avez pensé quoi? Parce qu'il est aussi évidemment sur ces sujets-là et il est aussi intervenant auprès de Donald Trump pour couper les crédits aux États-Unis. Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde et à côté de ça un garçon qu'on va qualifier au minimum complexe. Si je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard. Voilà, donc c'est un mélange des deux. Pourquoi c'est un connard? Parce qu'il a des positions tranchées, extrêmes, parce que comme il est très intelligent, à l'instant donné, il peut avoir une petite idée, puis il prend sa petite idée, puis il la balance, et puis ça peut être une bêtise. Et donc après, il la traîne parce qu'il est obligé de la défendre. Donc voilà. Allez là. Ouais. Quand les milliardaires parlent de millions, c'est joli coup de pub, parce que Musk a répondu, il s'écharpe sur les réseaux sociaux interposés, donc au moins ça met tout le monde sur un pied d'égalité en termes de notoriété. Ça fait un peu court de récré, on n'est pas dans... On est dans la tech.
Oui, on n'est pas dans des grandes auteurs. Évidemment, les plus inquiets par l'IA, ce sont les créateurs et les artistes, qu'ils soient peintres, chanteurs, comédiens ou graphistes ou écrivains. Sur le plateau de C'est à vous, l'écrivain à succès David Fogg-Kenos ne s'est pas montré très inquiet par l'IA. Vous avez déjà utilisé ChatGPT, ça vous a beaucoup inquiété? Non, je l'ai utilisé qu'une fois pour chercher le titre de mon prochain livre. J'ai dit, je suis David Fogg-Kenos, donnez-moi le titre de mon prochain livre. Et effectivement, j'ai eu 20, 30, 40 titres. Mais c'est vrai que, par exemple, le titre Tout le monde aime Clara, non, c'est moi qui l'ai trouvé. Oui, bien sûr. Mais en 20 secondes, vous avez proposé 20 possibilités mais c'était incroyable, qui n'étaient pas immédiatement. toutes à jeter à la poubelle. Non, il avait c'était comme s'il avait lu mes 20 romans, il connaissait exactement mes thèmes de prédilection, tout était juste. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant. Mais moi, je suis pas inquiet pour la littérature, pour le moment. Je suis inquiet pour le cinéma, pour les scénaristes. Il y a eu une grande grève il y a 2 ans et compréhensible, parce que c'est vrai que ChatGPT peut écrire des scénarios, parfois plus forts et plus impressionnants. Ceux qui sont très inquiets, c'est les voix off. Oui, on en a parlé ici du doublage. Exactement. Parce que on peut prendre la voix de Tom Cruise et le faire parler français. Exactement. C'est une annonce qui a surpris tout le monde hier, le retour à 80 ans sur scène de 80 ans. Qui a 80 ans? Et qui revient sur scène. Vous savez pas? Non. C'est Diana Ross. Oui, la Dirty Diana de Michael Jackson. Mythique. Mais oui, c'est une des dernières J'espère que vous avez icônes. mis la bonne musique. On va voir. De la soul et du disco, la chanteuse Diana Ross, qui a enchaîné succès pendant plus de 5 décennies, va donc revenir en France. Vous notez la date. Alors attendez. Le dimanche 6 juillet 2025, la billetterie est ouverte vendredi, jour de la Saint-Valentin. Vous mettez une alerte et comme ça va vous rappeler votre jeunesse. Après 18 ans d'absence, vous voulez quoi comme musique? Celle que vous voulez. Il n'y a pas beaucoup à jeter chez Diana Ross. J'ai mis Upside Down. Ah bah oui. On ferait durer le plaisir si on avait le temps. Diana Ross, donc le 6 juillet, elle fait son retour sur scène 2025. C'est en juillet prochain. Et les ventes des places à partir de vendredi. De vendredi. Ouais, elles sont assez élevées. Hein. Vous imaginez une seule date, Diana Ross, 80 ans. Ça se rate pas. Il y a des légendes comme ça ne se rate pas. Allez, on va se retrouver dans un instant, Gilles, avec notre premier invité. On va parler de ce film Nature pour une réconciliation. C'est ce soir sur M6 et il est signé Yann Arthus Bertrand, qui est notre invité dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et notre invité aujourd'hui, le réalisateur photographe Yann Arthus Bertrand. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes là ce soir, vous proposez sur M6 à 21h10 Nature pour une réconciliation, un nouveau film dans, on va dire, la même veine que les précédents, avec ces très belles images aériennes. On va loin, on va dans l'espace, mais on revient très vite sur Terre aussi, avec un fond, on va dire, pourquoi une réconciliation, cette Terre que vous dites dès le début, que nous arrive-t-il finalement? J'assiste à la disparition du vivant, c'est quasiment vos premiers mots. Parce qu'on est complètement coupé de la nature. On vit aujourd'hui dans un monde où on ne connaît plus rien de la vie des sols, on connaît plus la nature. Quand on est complètement... on veut pas savoir... On veut pas, en fin de compte, on veut pas croire à ce qu'on sait, que tout le monde dit. Donc on est coupé de la nature complètement. Donc c'est une réflexion sur... pour une réconciliation, pour refaire le lien profond qu'il y a entre la nature et nous, parce que sans nature, il n'y a plus rien, on vit plus, quoi. S'il y a plus, par exemple, on peut en parler des pesticides et des insectes. Et quand vous lisez la page du Monde, la page planète du Monde, il n'y a pas de bonnes nouvelles, quoi. C'est les océans qui ont dépassé la chaleur de 22 degrés. 22 degrés, c'est beaucoup pour la mer. C'est le CO2, l'Amazonie qui émet plus de CO2 qu'elle en pompe. Même chose pour l'Arctique. Quoi. Toutes les choses sont mauvaises. Quoi. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Les insectes, en parlant de bio et des insectes, j'ai commencé comme ça. On estime que si on continue comme ça, il n'y aura plus d'insectes du tout à la fin du siècle. Mais sans insectes, il n'y a plus de nature, il n'y a plus rien. Quoi. Comment vont s'ouvrir les oiseaux? C'est la base même. Parce qu'on est complètement aveuglé par notre façon de vivre, de produire
de plus en plus et de moins en moins cher. Est-ce qu'on n'est pas dans une certaine fatalité, en fait? Oui, mais... On s'est servi de la terre, on s'est servi pour se nourrir. Moi, j'ai de l'espoir. Je crois toujours qu'on peut y arriver. L'intelligence humaine... Mais vous croyez en l'homme? Ouais, de plus en plus. Et de plus en plus, je crois... Avec ce qui s'est passé aux États-Unis, vous pensez Alors moi, je veux dire, en vieillissant, je crois en l'amour. L'amour de la vie, l'amour des autres. Et j'ai plus envie de me battre, j'ai envie d'aimer. De battre, mais dans un sentiment profond qu'il faut aimer la vie, quoi. Et y croire. C'est la seule chose. Oui, c'est un peu nunuche, c'est un peu simple. Non, c'est touchant. Mais c'est touchant parce que c'est ce qui, en fin de compte, il faut essayer de toucher les gens, avec ce qui est le plus important. Tu sais, moi, je suis écolo depuis que j'ai 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je croyais, voilà, d'abord avoir 20 ans, et il y a 70, vous avez 58 ans, vous démarrez dessus. C'est pas la même chose que d'avoir 20 ans aujourd'hui. On n'avait pas cette espèce de rapport des scientifiques en permanence qui vous parlent de la 6e extinction sur Terre. Donc moi, je voulais sauver les rhinocéros, les éléphants. Aujourd'hui, quand même, le gap est éteint. J'avais sauvé mes petits-enfants. Je dis, c'est pas la même chose, quand même. Les scientifiques nous parlent tout, mais c'est drôle parce qu'il y a une espèce de consensus des milliers de scientifiques, comme des dizaines de milliers de scientifiques. On est en train de vivre la 6e extinction, générale. Pourquoi on les écoute pas, d'après vous? Parce que c'est beaucoup plus facile de pas y croire et de continuer comme avant. Tellement plus facile. Voilà, quelqu'un plus facile de continuer à vivre comme avant. Est-ce que l'erreur, finalement, c'est pas d'avoir dit aux gens à l'époque où c'était encore possible peut-être de ralentir certaines choses ou d'inverser la tendance, que ça allait être difficile et qu'il n'y avait pas de solution facile? Le problème, c'est que moi, je voulais faire un beau film, un film d'espoir, un film pour dire la vie, l'histoire de la vie, c'est la plus belle histoire du monde. Le cosmos, c'est génial. D'où on vient tous du cosmos, on est tous un peu des poussières d'étoiles. C'est là d'où on vient. Il n'y a qu'une planète sur laquelle on peut vivre, c'est la nôtre. Quand Elon Musk nous parle d'aller vivre sur Mars, c'est ridicule, parce que pour aller sur Mars, il faut entre 4 mois et 9 mois pour y aller, et là-bas, voilà, il n'y a rien. Donc, il n'y en a qu'une planète, elle est vraiment faite pour nous, c'est d'en profiter. Et puis c'est aussi un film pour parler des paradoxes dans lesquels on vit en permanence, des espèces de contradictions en permanence, ça qui est intéressant. Puis en même temps, j'ai fini le film par les femmes, parce que les femmes sont ancrées dans la réalité beaucoup plus, je pense, que nous. Elles disent des choses qui nous font réfléchir. Et on a fait une chose qui se fait pas souvent à la télévision et à la radio, c'est qu'on a mis absolument toi, ils l'ont coupé un petit peu, M6, mais on a la planète qui tourne pendant 1 minute avec de la musique, simplement pour regarder et réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tous faire quelque chose à notre façon. Voilà. Christine vous a amorcé cette question-là, donc je rebondis, Christine, sur votre question. Lorsqu'on voit les décisions de Donald Trump, est-ce qu'on se dit pas, bon, allez, si l'Amérique ne suit pas, on est foutu? Oui, mais moi, je me résigne pas. Jusqu'à la dernière seconde de ma vie, j'essaierai de changer le monde. Qu'est-ce que vous diriez à Donald Trump qui pense que tout ça, c'est pas grand-chose? Et si vous aviez 10 minutes avec Donald Trump, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre? Mais il vient, par exemple, de supprimer USAID. Oui. C'est terrible. Moi, j'ai pas mal de copains qui sont dans des ONG. C'est dramatique. L'Amérique était le premier financeur de l'aide au développement. Alors, c'est terrible. Et surtout de le faire d'une façon si brutale. Je sais pas, peut-être redevenir humain, de réfléchir un petit peu, qu'est-ce que c'est que d'être humain, réfléchir aux autres, quoi. Il est tellement embarqué dans une espèce de monopensée, de victoire, de gagner, de bataille. Je sais pas, je sais pas si je pourrais lui parler d'ailleurs, je sais même pas si je pourrais lui parler, je sais même pas ce que je pourrais lui dire. Il est tellement à l'opposé de ce que je pense. Et ceux qui ne croient pas au rapport du GIEC, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Les climato-sceptiques, c'est beaucoup plus facile de ne pas y croire. Je pense que les gens le savent très bien ce qui vient de se passer. Au fond d'eux, ils le savent. Mais c'est beaucoup plus facile de le nier. C'est ce que je faisais Allègre, de toute façon, à son époque. C'est plus facile de le nier. En disant que la nature, Claude Allègre, qui a été ministre de l'Éducation, qui a dit que de toute façon, on trouverait toujours des solutions et que la nature se renouvellerait et qu'on n'avait pas besoin, qu'on était dans un système et que les choses se renouvelaient tout seuls. Il y a toujours eu des extinctions de la vie sur Terre. Il y en a déjà eu 5. Mais c'est des extinctions qui ont duré sur des millions d'années. Là, on est en train, en 150 ans, par la faute grâce à l'homme, on peut dire, de tuer la vie sur Terre en l'espace de 150 ans. C'est incroyable. Voilà, c'est une rapidité. On est tellement intelligent, brillant, on a tellement inventé, on a tellement envie de fabriquer, d'inventer. Et je rebondis aussi sur ce que dit la question que vous posez. Mais c'est un film, j'ai un film d'espoir. C'est un film d'espoir. Mais vous posez quand même des bonnes questions. C'est-à-dire vous expliquez aussi qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des migrations
qui sont provoqués, mais qui existent déjà chez nous, autour de nous. Il y a déjà des gens qui sont obligés de quitter leur maison avec le trait de côte qui est trop proche et qui est obligé de partir finalement. Hein. Ça se passe sur la côte atlantique, etc. Non mais c'est ce qui arrive en 2060. On estime que 1 à 2 milliards de personnes ne pourront plus vivre où ils vivent. 1 à 2 milliards de personnes. Il fera trop chaud. 2060, c'est demain. Hein. Et c'est demain, 2060, exactement, c'est demain. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et en fin de compte, ça nous paraît tellement gros, tellement énorme, qu'on continue comme avant. Et les critiques qui sont faites sur votre travail en disant vous avez beaucoup pris l'avion pour faire ces films, etc. Aujourd'hui, vous êtes hermétique à tout ça ? Pas du tout, pas du tout. Il y a une raison, mais quand j'ai pris l'hélicoptère et l'avion, à cette époque-là, on parlait pas de changement climatique. Quand j'ai fait la Terre vue du ciel, excusez-moi, on a commencé à parler de changement climatique et le film Al Gore. Avant, on n'en parlait jamais. Et quand j'ai fait mes expositions, jamais on m'a fait des énergies fossiles. Après, on a compensé le carbone avec ma fondation. Et voilà, j'ai pris l'avion beaucoup plus que beaucoup de gens qui m'entendent. C'est évident. Mais voilà, c'était une époque où on savait pas. Et je peux très bien changer complètement mon cap et dire j'ai eu tort de le faire, voilà. Quelle est la photo que vous aimez le plus dans tout ce que vous avez fait ? C'est la question, est-ce que j'aime papa, est-ce que j'aime maman ? Je comprends bien. Mais est-ce qu'il y a une photo qui est emblématique Certainement que le cœur de veau, la couverture du livre, est devenue une photo très symbolique pour moi parce qu'elle parle d'amour. Alors c'est cette photo avec le cœur qui a été faite en Nouvelle-Calédonie. On commence le film avec ça. Voilà, c'est drôle parce que cette photo qui est devenue, je me suis battu pour que cette photo soit sur la couverture de tous les livres en l'édition étrangère. Et cette photo, quand j'ai faite, j'avais pas tout compris comme elle allait être si forte, voilà, si emblématique de mon travail. On pourrait la refaire ou tout a disparu ? Oui, non, on peut encore la refaire. C'est un peu changé, c'est pas exactement la même chose, mais ce cœur, c'est une petite. Enfin, quand c'est de la mangrove, qui sont des arbres qui poussent dans la mer, qui poussent sur cette île. Alors, l'île est un peu descendue, donc c'est plus sec, ça change, mais on pourrait la refaire, oui. Vous avez un projet en ce moment, vous êtes en train de le terminer, un projet photo, avec cette question, qu'est-ce que c'est qu'être français ? Vous allez voir les Français ? C'est drôle parce que c'est un travail qui, en fin de compte, il se rapproche assez de ce que je suis du film. C'est vraiment un travail, j'aimerais... être ensemble, qu'est-ce que c'est d'être français ensemble, vivre ensemble, et dans les studios qu'on est en train de monter, on fait des studios, on a photographié après 27 000 Français et on en fera sans doute 30 000 quand on aura fini à mi-mars. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui votent de toutes parties politiques confondues, et dans ces studios il règne une espèce de bienveillance, de gentillesse, d'empathie extraordinaire. Tous les gens m'amènent du fromage, et les gens m'amènent des saucissons, c'est des cadeaux, c'est incroyable, et on donne à chacun une photo, et c'est une grande expo avec un grand livre qui sort à la fin de l'année avec Hervé Lebras à Cheveux Sud, et on a une très très grande exposition à la mairie de Paris où il y aura aussi un studio où on pourra se faire photographier. C'est un travail que j'adore parce que c'est vraiment un travail où je sais où est ma place de photographe, on sait à quoi on sert, quoi. Et vous avez une réponse à qu'est-ce que c'est qu'être français ? C'est être ensemble ? Oui, peut-être. En tout cas, c'est partager, fier de son travail, fier de sa famille. Je demande aux gens de venir se faire photographier avec les gens qu'ils aiment. Alors, ils viennent avec leurs collègues de travail, leur famille, leurs amis, leurs chiens. Et ça crée... Et j'aime bien les gens qui sourient. Toutes mes photos, les gens sourient. Les gens sont heureux d'être là. Donc ça veut dire ça. Est-ce qu'il y a encore qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes générations sur demain ? Et ça se termine comme ça, votre film, qu'on verra ce soir, avec ces messages d'optimisme de ces femmes. Mais aux jeunes générations, on pense à ceux qui ont 20 ans, qui ont 30 ans aujourd'hui. Je voudrais dire que j'ai fait ce film avec Anne-Sophie Novelle, qui a réalisé avec moi ce film. Et puis, je voudrais dire aussi que demain, il passe sur Arte un film qui s'appelle Lumière de femme, qui est un petit village en Afrique, c'est drôle que le film passe en même temps, qui est la réponse vraiment au film. Comment des femmes, toutes seules dans un petit village, contre la vie de leur mari, se battent pour électrifier et amener l'éducation dans un petit village. C'est vraiment des gens qui n'ont aucun moyen, avec le courage de ces femmes, agir rend heureux. Et on sent, en voyant ces femmes, le plaisir qu'elles ont à faire ça. Et ça répond complètement à l'idée de mon film. Alors, ce que je dirais aux jeunes, je vais vous dire, j'ai confiance en vous. J'ai confié tous ces enfants qui sont les enfants de Jean-Marc Jancovici, qui ont très bien compris ce qui se passe en ce moment, parce que c'est implacable, les chiffres sont implacables. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui tout ce qu'on voit, les nouvelles qui arrivent. Le mois de janvier a été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire. Voilà, quoi. Voilà ma réponse aux climato-sceptiques. J'ai confiance en eux. Dans Nature, qu'on va voir ce soir, à un moment, il y a cette fameuse boule de Las Vegas qui est assez étonnante. Elle vous plaît pas forcément, écoutez. La Sphère, cette salle de spectacle ouverte fin 2023 à Las Vegas, est recouverte de 57 millions de diodes. Le résultat est bluffant. Mais sans surprise, c'est un gouffre énergétique
qui représente la consommation d'énergie annuelle d'une ville moyenne. L'ironie, c'est que cette installation n'aurait pas été possible sans l'invention des ampoules LED, initialement commercialisées pour réduire nos dépenses énergétiques. Encore un exemple où le progrès devient lui-même un paradoxe. Nous détournons les innovations pour faire toujours plus, annulant leur effet positif. Oui, parce qu'il y a les énergies fossiles et les énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables qui sont développées d'une façon incroyable ne se sont pas soustraites, mais additionnées aux énergies fossiles. On dépense toujours, on consomme toujours autant d'énergie fossile, avec en plus les énergies renouvelables. Et alors, ce qui m'a fasciné dans le film aussi, c'est Shine et Temu, ces vêtements chinois. Vous vous rendez compte que Shine, c'est 470 000 vêtements en ligne, et ils en rajoutent 7 000 tous les jours. Et c'est 22% des colis de la Poste française aujourd'hui. Alors que les colis chinois, c'est 22%. On voit bien que le donc monde... c'est nous, là. Ah oui, c'est nous. Oui, le monde est devenu un espèce de marché, voilà, comme un petit marché où on se nourrit. Le monde s'est rétréci. C'est vraiment, le monde est devenu un village où on peut acheter la guerre sur la nourriture, l'avocat qui vient du Mexique, les crevettes de Madagascar. Oui, mais ça fait 15 ans qu'on le dit et on n'a rien changé. Oui, je sais bien. Mais... C'est pour ça que je vous parlais de fatalité. Oui, c'est une fatalité, on va à la facilité. Mais je crois qu'il y a peut-être une prise de conscience qui devrait arriver. C'est assez spirituel, ce que je vais vous dire. Oui. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Est-ce que je vais continuer à participer à la destruction du monde? Ou est-ce que je vais essayer de faire ce que je peux? Et ce que font les autres, c'est pas grave, c'est qu'est-ce que je fais, moi? Je pense que agir rend heureux. Mais quand il fait 41 degrés, vous m'excusez de mettre la clim ou pas? Même si je sais que vous le racontez dans votre film, c'est le serpent qui se mord la queue. Il fait chaud, je mets de la clim et j'ai la clim, c'est pour ça qu'il fait chaud. Oui, et je mets de la clim parce que je réchauffe, parce que la clim, ça fait de la chaleur et en plus, ça fait de l'électricité qui souvent fait avec du charbon. Alors qu'est-ce que je fais moi avec mes 41 degrés? Je sais pas. Eh ben vous allez dans les pays froids. D'où la migration. Bah si. Non, mais on a besoin de la clim aujourd'hui, surtout les gens âgés. C'est bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est un problème. C'est à voir ce soir, donc sur M6 21h10, Nature pour une réponse. C'est un film plein d'espoir. Ouais. C'est pas un film. Non. C'est un film intéressant. En tout cas, ça nous met en face de nos contradictions et c'est important. Avec toujours ces sublimes images. Oui. Ça, la Terre est quand même très belle. On a demandé des gens de drones, qui ont envoyé des drones du monde entier. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais non. Alors c'est un film très low carbone. Au lieu d'aller tourner sur place, on a demandé à tous les dronistes du monde de nous envoyer des images. Donc on a reçu des milliers d'heures d'images pour faire ce film. Voilà. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est des critiques qui pourraient être faites effectivement. Et puis si jamais vous n'avez pas le temps demain, n'oubliez pas que c'est sur M6+. Et le replay, on sait que ça marche. Prenez le temps ce week-end de regarder Nature. C'est ce que moi j'ai fait ce week-end, parce qu'on l'a reçu à l'avance. Et c'était formidable. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand. La vie est belle. Et la vie est belle, oui, absolument. Mais faut pas avoir peur de le dire. La bouteille à moitié pleine, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Dans un instant, on se retrouve avec... On parle d'IA, ça aussi, d'intelligence artificielle. Plein de choses. Exactement. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Le supplément média. Alors on parle de ce sommet mondial de l'intelligence artificielle qui se tient depuis hier à Paris. Et ce soir, France 2 vous propose une soirée spéciale, un documentaire, plutôt un divertissement documentaire. L'IA au cœur d'une soirée, donc c'est documentaire. Alors il y a une grande soirée, c'est l'intelligence artificielle, la grande expérience. Exactement. Suivi d'un documentaire, les sacrifiés de l'IA. Et la grande expérience, c'est menée par Julia Vignali qui est avec nous, avec Luc Julia, également nos deux invités. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Vous n'êtes pas en intelligence artificielle, vous êtes bien là avec nous. On ne sait pas. Parce que on ne sait pas. Julia, c'est bien vous? Julia, elle se dédouble dès le début du... Vous avez un sosie avec l'IA. Oui, écoutez, c'est très pratique, effectivement, pour les promotions, pour animer des émissions. Je peux envoyer mon double et elle bosse à ma place. Mais en attendant, là, c'est la vraie. C'est moi qui ai bossé. Alors, on vous présente également, Julia. Alors, ceux qui sont dans la tech vous connaissent, évidemment. Vous êtes un ponte. C'est un ponte. D-Siri, c'est vous, sur nos téléphones portables. On va pas donner la marque, évidemment. Ah bah, j'ai mon Siri qui se met en marche. C'est vrai. Ah bah, vous avez dit D-Siri. Luc, Julia, vous participez à cette expérience. En tous les cas, vous décortiquez ces expériences dites ludiques
ludiques pendant lesquels le téléspectateur est plongé. Et j'avoue que c'est sidérant parce que la première expérience que vous proposez, Julia, avec vos cobayes, c'est un exercice de fausse voyance qui est bluffant. En tout simplement, on découvre que l'intelligence artificielle, eh bien, c'est aussi de la surveillance de masse, et ça peut l'être. Vous le présentez sous forme ludique, mais il faut quand même la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale. Pour nos auditeurs qui découvriront demain, ils prennent des inconnus dans la rue. Julia se transforme en Madame Irma et leur dit des vérités sur eux, mais derrière, il y a quelqu'un qui a mis leur photo avec l'IA et qui retrouve un tas d'informations. Et c'est ça qui est inquiétant, hein, Julia. Oui, alors je le précise, c'est ce soir, vous avez dit ce demain. soir. Donc c'est ce soir, 21h10, sur France 2. Et effectivement, nous sommes passés par l'aspect ludique et par le biais de l'expérience pour essayer de tester l'IA. Et nous avons Luc Julia qui, heureusement, nous éclaire justement sur ses expériences et sur le résultat de ses expériences. Et j'ai beaucoup aimé jouer à la voyante virtuelle. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais par le biais des réseaux sociaux, nous laissons la possibilité au plus grand nombre, si on ne ferme pas ces réseaux, si on ne les surveille pas, eh bien de voir ce qui se passe chez nous. Et ça va du numéro de portable en passant par l'adresse. Luc Julia, vous nous demandez pendant l'émission, à un moment donné, vous dites on va respirer un peu, on va se détendre sur l'intelligence artificielle, mais pardonnez-nous, quand on regarde, même si ce sont des expériences dites ludiques, hein, de comment séduire, trouver l'âme sœur finalement entre une IA et un être humain, un vrai, il y a quand même, ça pose quand même beaucoup de questions derrière sur comment on va utiliser l'IA. Oui, de toute façon, comment on va utiliser l'IA? Déjà, il faut la comprendre. Donc, c'est très bien d'avoir des émissions comme celle-là. Exactement. De s'éduquer, hein, de comprendre un minimum. C'est pas la peine de devenir tous des grands scientifiques sur l'IA, mais on va s'éduquer sur ces IA, on va les comprendre et on va surtout comprendre que c'est des outils et que, comme tous les outils, on peut les utiliser à bon et à mauvais escient. Donc c'est notre décision, c'est la décision du régulateur à un moment donné de nous faire utiliser ces IA de la bonne façon. Donc c'est à nous de décider à la fin, hein. C'est nous qui tenons le manche du marteau. Et nous, citoyens, on a quel pouvoir finalement? Parce que tout ça, est-ce que c'est contrôlé par des puissances amies, ennemies? Comment on peut faire finalement? On a le choix d'utiliser ou pas les outils dont on parle, hein. Là, on parlait du problème des réseaux sociaux. On a le choix d'être sur les réseaux sociaux ou pas. C'est nous qui décidons. Il faut juste comprendre ces dangers, effectivement, d'exposition de ces données. Et une fois qu'on comprend que c'est potentiellement dangereux, on peut s'en retirer si on a envie. C'est pas si facile de s'en retirer, mais on peut le faire. Oui, mais regardez, par exemple, on commence à avoir des robots qui sont utilisés par les militaires et on ne sait pas si l'IA décidera, si on lui donnera la possibilité de tirer sans un ordre humain. Le danger, il est là aussi sur l'utilisation de l'IA dans les domaines militaires, par exemple. Mais encore une fois, c'est à nous de décider. C'est-à-dire, ce sera à nous de décider comment l'outil sera utilisé. Si on décide de donner à l'outil la complète autonomie, ce qui serait stupide, parce qu'on ne sait jamais comment une machine peut marcher. Donc, ça serait idiot de faire. On peut le faire. On peut toujours décider de lancer au hasard un marteau dans une foule. C'est idiot de le faire. Mais laisser au hasard les choses, c'est pas une bonne idée. Donc, avoir ces outils, par exemple militaires, et faire en sorte qu'il ne soit pas, qu'il soit toujours commandé à la fin par un humain, c'est notre décision, encore une fois. Mais aujourd'hui, comment on peut savoir ce qui est vrai du faux? En fait, le vrai défi, il est là. C'est-à-dire que on ne sait plus reconnaître le vrai du faux. On le voit dès le début avec Julie et son double. Comment on fait maintenant? Julia, pardon. Comment on fait? Comment on fait? C'est compliqué. Et puis, on fait confiance à certaines personnes, vous, les journalistes, par exemple, qui avaient maintenant l'opportunité de faire vraiment de l'investigation et de nous donner les clés. Et la possibilité à nous, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes potentiels, de douter et donc d'aller voir d'autres sources. Donc, c'est, encore une fois, une éducation à avoir, des nouvelles approches à avoir en face de ces données qui peuvent nous arriver. Julia Vignali, qu'est-ce qui vous a le plus
marqué dans les expériences que vous présentez ce soir. On les cite, hein, il y a un exercice de voyance, il y a un exercice de séduction, il y a un cours de cuisine, enfin en tout cas une recette entre le chef, le vrai, et la recette de l'intelligence artificielle qui est assez intéressante, hein, sur les quantités notamment. Une intelligence artificielle qui propose des quantités énormes pour faire un seul petit plat. Et puis la chanson d'Amir, là aussi c'est scotchant. C'est dans quel domaine que vous avez été particulièrement ou interpellé, surprise, étonné? Écoutez, le titre d'Amir, le 13e titre de son album qui a été entièrement généré par l'intelligence artificielle m'a bluffé, mais pas que moi d'ailleurs, puisqu'il a bluffé également son directeur artistique historique. Et c'est vrai que, par exemple, moi j'ai un fils musicien qui a 18 ans et qui se lance dans le métier de la musique, et ça nous interroge en famille sur quels seront, par exemple, ces métiers à l'avenir. À qui appartiennent cette propriété intellectuelle, qui est cette IA. Je trouve que ça ouvre un champ de questions passionnant. Alors je peux comprendre que ça fasse un peu peur effectivement, mais je pense comme Luc Julia qu'il faut éduquer les gens à l'intelligence artificielle et certainement légiférer. Mais là, ça dépasse évidemment mes compétences. Mais en tout cas, ça m'a bluffé. Voilà, musicalement, j'ai été totalement bluffé par le titre d'Amir. Vous l'utilisez vous au quotidien, l'IA, Julia Viviani? Tout le temps, j'utilise tout le temps l'IA, mais je le prends pour ce qu'elle est. Après une bonne session avec Luc Julia, maintenant je sais que l'IA n'est ni intelligente ni artificielle. Donc c'est mon petit assistant personnel. Je ne vais pas forcément l'augmenter dès demain parce que parfois il ne me comble pas totalement. Mais franchement, c'est très utile. Moi, j'utilise ChatGPT pour ne pas le nommer. Tous les jours, en fait, dès que j'ai une question, et je me dis que j'ai la chance d'avoir une formation de journaliste, mais qu'effectivement, ça nous invite tous à réfléchir comme des journalistes, c'est-à-dire finalement à douter toujours de ce qui nous est proposé et d'aller vérifier par nous-mêmes. Luc Julia, vous dites que le mot IA dans cette soirée, vous terminez par ça, n'est pas forcément la bonne interprétation, la bonne définition. On parle d'intelligence et vous dites c'est plutôt de l'information finalement. On a mis des tonnes de choses dans cet outil et il en ressort ce qu'on lui a donné finalement. Exactement, c'est de l'information qui n'est pas forcément bonne, parce que les sources ne sont pas forcément bonnes. On sait que c'est basé sur Internet, on sait que sur Internet, il n'y a pas que des choses vraies, d'accord? Et donc du coup, cette information, elle est de temps en temps un peu biaisée. Même très biaisé. Et donc du coup, il faut faire exactement ce que vient de dire Julia, hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'on prend des réponses, c'est super, on peut utiliser tous les jours, mais de temps en temps, il faut quand même douter, il faut quand même se demander si ce que c'est en train de nous sortir, c'est réaliste ou pas. Puisque vous êtes le co-créateur de Siri, j'ai deux questions à vous poser. Une première, c'est pourquoi on n'arrive pas à faire un assistant conversationnel, c'est-à-dire avoir une vraie discussion. Je voudrais aller à tel restaurant, et puis il me dit l'adresse, et puis je voudrais lui dire quel est le menu moins cher, etc. Ça, on n'y arrive pas encore à recréer une discussion comme avec l'homme sur les assistants. Bah ouais, c'est compliqué. L'homme est compliqué, hein, notre intelligence est compliquée. La façon dont le tour des conversations se passe, c'est des choses complexes. C'est mieux que du temps de Siri. Du temps de Siri, donc il y a maintenant 15 ans, hein, c'était juste un tour globalement. Là maintenant, avec des outils comme ceux qu'on voit aujourd'hui, on arrive un tout petit peu à des conversations, hein, une dizaine de tours. Bon, alors ça va pas forcément à l'endroit exactement où on veut aller, mais c'est un tout petit peu mieux. Bon, avec plus d'informations dans des domaines particuliers, quand ça reste dans des domaines particuliers, ça va être plus facile d'avoir des conversations qui sont de plus en plus correctes. Et deuxième question que se posent beaucoup nos auditeurs, où vont ces informations, aussi bien de Siri et de l'IA, et quelle est notre protection des données et puisqu'on peut être entendu chez soi, comment on peut préserver tout ça? Il faut faire attention, hein, parce qu'il ne faut pas dire qu'on est entendu chez soi, parce que c'est pas vrai. Les mots-clés sont entendus, hein, pour ceux qui appellent, ce qu'on a dit tout à l'heure, là, par exemple, ceux qui appellent les OK Google. Voilà, donc eux, ils sont effectivement entendus, mais après, les conversations elles-mêmes ne sont pas écoutées. C'est juste pas possible, hein. Les volumes audio que ça implique impliquerait qu'il y ait énormément de données qui soient stockées sur les serveurs, et ça, c'est pas possible physiquement. De temps en temps, il y a quelques informations qui sont stockées pour vérifier que ce qui a été dit est bien ce qui a été dit. Mais bon, ça, c'est marqué dans vos conditions générales d'utilisation. Mais donc,
en général, quand même, on est protégé par ces conditions générales d'utilisation. On est protégé par la loi aussi, par RGPD, par exemple. Alors, il y a certains qui ne suivent pas ces lois, mais à ce moment-là, ils sont par définition hors la loi et ils peuvent être poursuivis. Mais les gros, que vous connaissez tous, en général, ils font quand même attention à la loi. Alors Luc Julia, vous êtes aussi là, cette soirée spéciale également dans le cadre de ce sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris, mais je vous pose une question d'actualité. Luc Julia, la grande information, c'est ces 109 milliards qui t'ont été annoncés. Certains disent, c'est rien par rapport aux 500 milliards provoqués et proposés par Donald Trump, mais c'est la France, vous dites, la France est dans la course de cette course de l'intelligence artificielle. La France est dans la course, c'est extraordinaire ce qui a été annoncé. On verra d'où l'argent vient exactement, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Mais bon, je pense qu'il y a au moins la moitié qui est sécurisée aujourd'hui, donc ça c'est très bien. Pour ce qui est des 500 milliards de Trump, il faut aussi relativiser un tout petit peu. Sur les 500 milliards, on en a trouvé vraiment à peu près 10 pour l'instant. Donc il faut aussi un peu relativiser ce que dit Trump d'habitude. Mais bon, ceci dit, pour revenir à la France, c'est super, parce que de toute façon, mon discours, il est assez simple depuis des années. On a la capacité intellectuelle, on a des gens absolument extraordinaires pour faire de l'IA. On crée les IA en général. Maintenant, et pour garder les gens en France et pour faire en sorte de développer les choses en France, il faut effectivement de l'argent. Et là, on a l'air de pouvoir le sortir, cet argent. Et pour vous, Julia Vignali, ce Prime, c'est l'occasion de vous voir dans la peau de journaliste. On vous a vu dans la peau d'animatrice, on vous a vu sur France 3 également faire des variétés. Là, on vous découvre autrement. J'imagine que c'est important pour vous ce soir. Vous n'avez pas regardé Télématin pendant 2 ans, parce que des interviews, j'en ai longuement mené. Non, moi, j'ai cette tôt pour moi, vous savez. Oui, apparemment, mais franchement, je vous le dis, j'ai cette double casquette qui me convient parfaitement, c'est-à-dire la possibilité d'informer tout en divertissant. Et c'est, je crois, la réussite de ce programme. Vous disiez tout à l'heure un documentaire divertissant, et je crois que c'est le bon mot. Je pense que l'IA est un sujet ardu. Il l'est pour moi, il l'est pour mes proches, et à mon avis pour beaucoup de gens. Comme disait Luc Julia, on va pas tous devenir des spécialistes de l'IA, c'est pas l'objectif, mais déjà pouvoir comprendre par le biais de l'expérience, donc quelque chose d'un peu plus ludique, ce qu'est l'IA. Je crois que c'est un prisme vraiment formidable, et donc à titre d'animatrice, je suis fière d'avoir dans la même émission la possibilité d'informer et de divertir. Oui, et c'est effectivement un prisme intéressant de passer par le divertissement, ces expériences du quotidien finalement, parce que sinon le grand public, pour être très honnête, Luc Julia, les Français l'utilisent, les jeunes générations utilisent ChatGPT, enfin l'intelligence artificielle. Si on doit télécharger une application, Luc Julia, on fait quoi? ChatGPT, le chat, on fait quoi pour démarrer? Tout en fait, justement pour les mettre en concurrence et pour voir les différents prismes dont on vient de parler encore une fois, parce que elles sont biaisées avec leurs propres données, les propres données sur lesquelles elles ont été entraînées. Donc Quand on dit entraîner, j'aimerais bien qu'on précise juste le mot entraîner, c'est-à-dire que on les met pas avec des shorts et des baskets, c'est pas ça du tout, c'est qu'on donne des informations, on rentre des informations dans la machine. Exactement, c'est un peu ça en fait. Donc quand on dit entraîner, on dit qu'effectivement on leur donne une masse de données absolument extraordinaire et on leur demande non pas de comprendre, mais de mettre ça dans leur cerveau, en quelque sorte, et après, c'est ça qui ressortira. Parce qu'elles ne font que ressortir ce qu'on leur a donné. Ce soir, c'est pour ça qu'on parle souvent, et que je parle souvent de biais dans ces informations, parce que les IA, par exemple, comme ChatGPT et toutes les IA américaines, elles sont entraînées sur des données américaines, et donc elles vont répondre comme des Américains. Le chat, elles vont être entraînées sur des données françaises, elles vont répondre comme des Français, et les Chinois, ils vont répondre comme des Chinois. Et c'est pour ça qu'ils ne vous parleront pas de Tiananmen. Et c'est vrai que ce soir, on y voit beaucoup plus clair après cette émission. Une petite expérience avec les chats où il y a des chiens qui sont introduits. Vous verrez tout ça. C'est donc ce soir, cette grande soirée spéciale sur France Télévisions. D'abord, l'intelligence artificielle, la grande expérience présentée donc par vous, Julia Vignali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio avec vous, Luc Julia. Je rappelle que vous êtes un ingénieur de haut don, de haut vol. Vous avez créé Siri, qu'on connaît aussi. Et ça sera suivi d'un documentaire parce qu'on est obligé, quand on parle d'intelligence artificielle, comme toute révolution, de parler des sacrifiés. Où sont-ils? Que va-t-il se passer? C'est donc ce soir sur France 2. Merci à vous deux. Et vous étiez en chair et en os. Et on va continuer également de parler de tout ça dans un instant, Gilles. On se retrouve nous demain. Et là, tout de suite, c'est l'heure du débat. Et on va tenter de se mettre d'accord avec nos 4 débatteurs. À tout de suite.